Montessori et co-schooling, comment faire pour que ça se passe bien? Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Je suis Victoria du site Enfance Positive et aujourd'hui je vais vous parler d'un sujet qui m'est de plus en plus demandé et d'une pratique qui est de plus en plus développée, et c'est justement le co-schooling. Le co-schooling a explosé ces dernières années et donc il y a de plus en plus de parents qui s'intéressent à cette pratique. Alors, si vous n'avez jamais entendu parler du co-schooling, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement le fait d'accompagner son enfant en parallèle, en plus en fait de l'école. C'est pas juste faire les devoirs, ça va vraiment bien au-delà de ça. Et le co-schooling a explosé de par, premièrement, une augmentation des difficultés chez les enfants à l'école, mais aussi de par la démocratisation de la pédagogie Montessori, et donc de plus en plus de parents veulent faire bénéficier leur enfant de la pédagogie Montessori sans avoir la possibilité ou les moyens de l'envoyer dans une école Montessori. Et donc, je vois de plus en plus de parents justement rentrer dans cette approche-là. J'avais d'ailleurs fait un entretien avec Sophie il y a quelques mois de cela. Je remettrai cet entretien dans la barre de description de cette vidéo, qui était un entretien très intéressant justement, où elle témoignait de comment elle pratiquait le co-schooling avec son fils. Et donc un co-schooling basé sur la pédagogie Montessori, puisque elle a suivi la formation Montessori avec moi. Donc, comment est-ce qu'on peut faire en fait pour que ça se passe bien? Comment est-ce qu'on peut faire pour que ça ne soit pas trop pour l'enfant? Parce que ça aussi, c'est souvent une crainte des parents et des enseignants qui savent que les parents font du co-schooling. C'est la peur que l'enfant soit trop dépassé en fait par autant de stimulation. Alors, en général, il y a deux cas pour lesquels les parents font du co-schooling. Le premier cas, c'est l'enfant rencontre une difficulté. Il a une difficulté avec un apprentissage et la méthode, on va dire, utilisée à l'école ne lui convient pas ou ne lui suffit pas. Voilà. Donc, sans pour autant remettre en question l'enseignant ou la méthode, il ne peut pas forcément y avoir une méthode universelle qui fonctionne avec tous les enfants. Et donc, effectivement, il arrive de plus en plus que des enfants n'adhèrent plus avec la méthode ou les méthodes plus, on va dire, traditionnelles. Donc là, le parent se sent dans le devoir, entre guillemets, d'aider son enfant, parce que effectivement là, le problème ne se résorbe pas. Deuxième cas de figure, l'enfant est passionné par quelque chose où il émet le désir très clair d'apprendre quelque chose, mais qui n'est pas au programme de son niveau. Donc, par exemple, un enfant qui aurait 4 ans et qui voudrait apprendre à lire, par exemple, c'est pas au programme de sa classe, tout simplement. Donc là, on va se retrouver en tant que parent à vouloir aider son enfant, et c'est tout à fait normal. Et en plus, la pédagogie Montessori propose quand même des outils qui sont super efficaces pour ça, et des outils qui justement vont permettre de débloquer des problèmes quand l'enfant rencontre des difficultés, ou vont permettre à l'enfant tout simplement d'apprendre super facilement quelque chose qu'il a envie d'apprendre. Ceci étant, refaire l'école après l'école en mode, je décide en tant que parent d'ajouter par exemple 1 heure d'école après l'école, pas forcément une bonne idée. C'est-à-dire qu'à un moment donné, l'enfant, il peut aussi saturer et tout simplement ne plus être disponible en fait pour ça. Moi, j'ai eu le cas de figure avec plusieurs enfants qui travaillaient encore le soir, mais pour lesquels ça n'était pas une volonté. Parce qu'après, on va voir que si l'enfant veut, c'est encore différent. Mais là où c'était vraiment le parent, c'était des cas spécifiques où le parent voulait enseigner, transmettre sa langue, par exemple, à son enfant, ou le préparer à d'autres apprentissages, ou voulait aller plus loin parce qu'il estimait que, il n'était pas en accord avec cette liberté qu'on accordait aux enfants, ce qui est quand même la base normalement dans une classe Montessori.
Et donc, je me suis retrouvée comme ça, confrontée plusieurs fois à des enfants qui travaillaient encore le soir. C'est clair que ces enfants-là, on les repère assez vite en tant que professionnels, parce que c'est des enfants qui, du coup, en journée, ne travaillent pas autant que les autres, tout simplement, et c'est totalement humain, à un moment donné, hein, on ne peut pas bosser, voilà, X heures par jour, enfin voilà, vous avez fait votre journée, ben vous, quand vous avez fait votre journée, c'est fini. Hein, votre journée, elle est finie. Vous n'allez pas vous en rajouter encore pendant 2 ou 3 heures de travail après vos heures de travail. Donc, les enfants, c'est pareil. C'est pour ça que personnellement, je suis archi contre les devoirs à domicile, par exemple. Donc, du coup, c'est clair que si on est dans une démarche comme ça de se dire je veux, et qu'on ne prend pas en compte l'enfant, ça va foirer. Ça, c'est clair et net. Montessori ou pas Montessori, l'enfant, à un moment donné, il est plus disposé, en fait, tout simplement à le faire. Pour que ça se passe bien, je dirais qu'il y a quand même principalement 2 critères donc à comprendre, tout simplement, et à savoir mettre en œuvre. Parce qu'il y a à le comprendre et à savoir le faire, c'est encore 2 choses différentes. Déjà, le cas le plus facile, franchement, là, il n'y a pas de raison que vous vous plantiez, c'est si l'enfant vous le demande. Bon, ben là, c'est la voie royale, hein, j'ai envie de dire. Il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas, il n'y a pas de raison que vous saturiez l'esprit de votre enfant. Voilà, il vous le demande, il est en demande, donc bah, il demande, on donne. Hein. Tant qu'il demande, on donne, on donne, on donne, on donne. Hein. C'est un peu voilà, tant qu'on gagne, on joue. Hein. En gros, c'est ça. Hein. Donc, votre enfant vous demande, vous ne vous posez pas de questions. Vraiment, à partir du moment où vous sentez que c'est quelque chose qui vient de lui et que c'est une demande qui émane de lui, vous ne vous posez pas de questions, vous foncez, vous allez nourrir votre enfant de cette manière-là. J'avais fait une vidéo avec un titre un peu genre « Tous jouent avant 6 ans ». Mais voilà, c'est ça, c'est instinctif, l'enfant le veut, même s'il a plus de 6 ans d'ailleurs. L'enfant le veut, donc tant que ça vient de l'enfant, on ne se pose pas de questions. Et après, tout ce qui est de l'ordre des peurs, bah oui, mais alors comment ça va se passer à l'école? Comment ça va? De toute façon, ce sera enseigné différemment. De toute façon, ce sera une autre expérience. C'est un autre cadre. Donc, on reste focus sur les besoins de son enfant et on répond à la demande de son enfant. Ça, c'est le plus simple. C'est moins simple quand il n'y a pas franchement de demande. Donc là, effectivement, quand l'enfant, par exemple, rencontre une difficulté et qu'il est déjà un peu dégoûté de la matière, qu'il n'a pas spécialement envie encore de bosser après l'école, là, c'est plus difficile. Si vous y allez en frontal, si vous dites, voilà, on va travailler ça maintenant, ça ne va pas bien se passer, vous allez rentrer dans des conflits avec vos enfants, enfin voilà, ça va pas bien se passer. Ici, la clé, c'est la curiosité. Ça va être, alors elle est très importante cette clé-là aussi pour le premier cas, quand l'enfant manifeste un intérêt, mais c'est plus facile, on va dire, dans ce cas-là. Ici, l'idée, c'est d'éveiller, de titiller sa curiosité, de réfléchir finalement dans ce que vous allez proposer comme activité pour développer une compétence, comment vous pouvez titiller sa curiosité, comment vous pouvez lui donner l'envie en fait de le faire, comment vous pouvez rendre ça ludique, comment vous pouvez jouer en fait avec cette compétence, même si là, 9, 10 ou 11 ans, hein, l'âge n'a aucune importance. Comment est-ce que vous pouvez créer une progression quelque part très petite, c'est-à-dire que c'est un peu la méthode des petits pas. Maria Montessori, c'est ce qu'elle a mis en place dans toutes ses activités, c'est la méthode des petits pas. Donc, comment est-ce que vous pouvez, s'il a l'impression d'être face à une montagne, par exemple, comment est-ce que vous pouvez découper cette montagne en tout petits pas de façon à ce que ce soit très digeste finalement? Parce que, vous savez, la phrase « quand on veut, on peut », c'est une grosse bêtise. Quand on veut, on peut, ça ne fonctionne pas quand on a un enfant qui voilà, qui a pas envie, bah, et voilà, il veut pas justement, donc il peut pas parce qu'il veut pas. Voilà, c'est un cercle vicieux. Mais il ne veut pas aussi parce qu'il ne peut pas. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est-à-dire quand on a cette énorme montagne face à nous, on se dit « je vais jamais y arriver ». Donc, je ne vais jamais y arriver, je ne me sens pas capable de le faire. Et donc, comme je ne me sens pas capable de le faire, je ne vais pas vouloir le faire.
Et donc d'être capable d'apprendre, en fait, hein, ça s'apprend à découper comme ça cette montagne en toutes petites marches et de permettre à l'enfant de lui faire remarquer, regarde, tu as monté une marche. Tu sais le faire et de l'aider à monter la deuxième, et puis la troisième, et puis la quatrième. À chaque fois que l'enfant montera une marche, il va construire sa confiance en lui, il va nourrir son estime de lui-même et il va construire sa motivation, sa persévérance, sa volonté d'apprendre. Il va recontacter sa joie de travailler, sa joie d'apprendre, sa joie de fournir de l'effort. Mais ça, il va le faire parce qu'il y a une progression qui a été mise en place par l'adulte en méthode des tout petits pas. Et ça, Maria Montessori, elle nous l'apprend. Et je le transmets dans justement toutes mes formations Montessori. Et c'est tout ce que j'enseigne justement dans mes formations. Bien sûr que c'est important de savoir présenter le matériel. On parle du matériel partout quand on parle de la pédagogie Montessori. Oui, c'est sûr que c'est important de savoir présenter, mais c'est tout aussi important de savoir comment découper en toutes petites étapes, justement, en toutes petites marches, eh bien, ces apprentissages. Donc, comment réfléchir la logique et la stratégie de progression et comment enchaîner, en fait, les étapes pour amener l'enfant à la compétence, mais au-delà de la compétence, à vouloir le faire. À vouloir le faire. Et s'il veut pas le faire, c'est pas parce que c'est pas parce qu'il est feignant, c'est pas parce que il a pas envie, c'est pas parce que non, c'est parce que soit ça l'ennuie, soit il ne se sent pas capable de le faire. Et donc le fait de rajouter du ludique, donc d'apprendre à justement titiller sa curiosité, de le faire dans le jeu, dans le fun d'une part, et puis de développer des toutes petites étapes, ça va l'aider, ça va l'aider. Alors ça, ce que je viens de dire là, c'est valable naturellement pour n'importe quel enfant, dans n'importe quel contexte, dans n'importe quel apprentissage. Mais quand vous êtes en co-schooling, c'est encore plus important de savoir ça. Si vous êtes en instruction en famille, d'ailleurs aussi. Pourquoi? Parce qu'en tant que parent, on n'a pas la même relation avec l'enfant que quand on est le professionnel. Et d'ailleurs, si vous êtes enseignant ou éducateur, enfin si vous travaillez avec des enfants, vous le savez, c'est plus facile avec les enfants des autres qu'avec nos propres enfants parce que c'est pas la même relation, tout simplement. Là, on a une résonance émotionnelle qui est très intense. Et donc, si on rentre, entre guillemets, dans le rapport de force et dans le conflit par rapport à ça, on peut le voir avec les problèmes que causent les devoirs, hein, par exemple, et qui laissent les parents parfois dans des situations un peu difficiles parce que ils n'ont pas forcément les compétences. Alors, c'est pas que vous êtes neuneux, c'est pas ce que je suis en train de dire. Les compétences, c'est les compétences pédagogiques, simplement parce que vous n'êtes pas enseignant, même si vous avez été vous-même à l'école. C'est pas... ça n'a rien à voir. Mais donc, si vous n'avez pas appris justement à découper en petites étapes, à créer des phases de travail et à faire tout ça dans le jeu, dans le fun, dans le plaisir, bah, c'est beaucoup, beaucoup plus compliqué. Donc, c'est pour ça que j'insiste beaucoup dans mes formations sur toutes ces petites étapes-là. Dans mes emails aussi, j'explique comment est-ce qu'on peut rendre certaines choses plus ludiques, plus fun, les tables de multiplication, les règles de grammaire, etc. etc. D'ailleurs, si vous voulez profiter de tous ces conseils-là, je vais mettre dans la barre de description le lien pour que vous puissiez vous inscrire à mes emails et recevoir du coup quotidiennement du lundi au vendredi des conseils pour appliquer la pédagogie Montessori correctement, faire bénéficier aux enfants de tous ces bienfaits, de mettre en place un co-schooling efficace et voilà, tout simplement faire en sorte que votre enfant reprenne ou prenne plaisir à travailler. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner à la chaîne et moi je vous dis à vendredi prochain pour une autre vidéo.